Comme pour tirer sur le pianiste de François Truffaut, qui était lui-même tiré d'un livre ressorti aux éditions noires de chez Gallimard, nous allons parler d'un film tiré d'un livre aux éditions noires ressorti par Gallimard, Un linceul n'a pas de poche. Il s'agit d'un livre de Horace McCoy et d'un film de Jean-Pierre Mocky. Alors, concernant le livre en soi, c'est un livre qui, d'un point de vue qualitatif, est un peu supérieur au livre de Tirer sur le pianiste. On suit l'histoire, un journaliste dans les années 30 sur la côte est américaine qui démissionne de son journal parce qu'on refuse de lui laisser faire des articles comme il l'entend sur la vérité. Il démissionne, fonde le Cosmopolitain et avec un groupe de marginaux, des communistes notamment, il essaie de secouer la ville en révélant des affaires sordides, notamment d'avortements ratés, un docteur tue les femmes en les avortant, et des histoires en rapport avec un ersatz du Ku Klux Klan. C'est un livre qui se passe dans les années 30. Il a pour particularité d'être essentiellement constitué de dialogues. Il y a très peu de descriptions, ce qui fait que quand on lit le livre, si par moment il y a quelques dialogues descriptifs, tout de même, il y a un beau rythme et il n'y a pas de problème de style. Il y a une espèce d'homogénéisation du style, et c'est assez élégant. Eh bien, comme il y a beaucoup de dialogues, il y a parfois des dialogues explicatifs. Qui plus est, on est dans un roman assez classique, noir, qui finit très mal, avec la mort du protagoniste. Je suis désolé de divulgacher un petit peu. Et ça se prend un peu au sérieux. C'est-à-dire que dans le livre, c'est vraiment le personnage principal, à la fin, est comparé à Jésus. Une personne qui se sacrifie pour révéler la vérité. C'est très très américain comme vision des choses. Ça rappelle certains héros de Samuel Fuller. Ça me rappelle aussi certains films de Frank Capra, notamment L'homme de la rue, où à la fin, la femme amoureuse de l'homme de la rue le compare à Jésus directement. Voilà. Eh bien, cet aspect très sérieux, qui est utile à dénoncer le capitalisme, oui, à prendre parti pour les communistes, dans le livre, il n'y a rien de tout ça dans Le linceul n'a pas de poche, de Jean-Pierre Mocky, qu'il a réalisé en 1975. Donc, 1975, on est après la Nouvelle Vague, on est après mai 68, après la libération des mœurs. Jean-Pierre Mocky, c'est la génération un peu d'après la Nouvelle Vague, la génération de réalisateurs d'après la Nouvelle Vague, qui est un réalisateur assez libertaire, anarchiste. Il ne croit ni au capitalisme, ni au communisme, ni en aucune idéologie. Il a une vision, dans la plupart de ses films, dans tous ses films en fait, très anarchique. En gros, les personnages, ce sont des pulsions, ils aiment le sexe, ils aiment l'argent, et il n'y a pas de gens qui se valent mieux les uns que les autres, quelque part. Et en fait, quand il reprend Un linceul n'a pas de poche, il reprend grosso modo la trame, si ce n'est la partie sur le Ku Klux Klan, inadaptable en France. Il le transforme en une intrigue de meurtre. Il suit globalement la trame, les événements scénaristiques, mais il le retravaille dans son style. C'est-à-dire que tous les personnages sont assez satiriques. On est dans un esprit très Charlie Hebdo, Fluide glacial, un peu harakiri, mais la gratuité en moins. C'est intelligent. Et en fait, ce sont des personnages satiriques, des figures satiriques. C'est un portrait au vitriol de la société. Vraiment, l'histoire est un prétexte pour tirer un portrait de toutes les divers personnages de la société, que ce soit les journalistes, les policiers, les gens de théâtre, et ainsi de suite. Et donc, en fait, il y a quelque chose de très caricatural, mais aussi de réaliste. C'est justement un style Nouvelle Vague, un style en extérieur, en décor réel. Il associe des sortes de caricatures merveilleusement interprétées par des acteurs d'une manière très naturelle, en fait. Ils incarnent les caricatures de façon très naturelle, dans un milieu naturel, avec des dialogues ciselés, très audiaresques, si je puis dire. On s'approche vraiment d'un cinéma à la Blier, un peu comme dans Les Valseuses, si vous voulez, où c'est un monde à la fois réaliste et fantasmagorique, à la fois naturel et hallucinatoire. Et il montre, en fait, en cumulant ce réalisme et cet irréalisme, l'aspect foutraque et le foutoir de la société de son époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre, à la différence du livre où c'est les capitalismes contre les communistes qui défendent la veuve et l'orphelin, que toutes les idéologies politiques en fait se valent et ils conspirent tous en fait contre le peuple
contre les gens de la rue qui ne valent pas mieux qu'eux, mais qui eux ont moins d'argent en réalité. Il conspire contre eux pour leur faire des sales coups et pouvoir vivre comme des rois quelque part à leurs frais. Et ce qui est intéressant chez Moki, c'est que comme chacun des personnages se valent bien les uns les autres, il n'y a jamais tout à fait des salauds ou tout à fait des enfants de cœur. Ou plutôt, les salauds de ce film, de ces films en général, ont des côtés extrêmement attrayants et attachants par leur caractère entier. Tous les personnages de Moki sont des gens à caractère entier, que ce soit les hommes comme les femmes. Les hommes sont des salauds, les femmes sont des salopes. Les hommes ne pensent qu'à baiser, les femmes ne pensent qu'à baiser. Et oui, j'emploie le terme parce que c'est littéralement ça dans le film. Il y a des scènes de nus, on va dire, où il y a des parties à trois. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cru chez Moki, mais pas un cru pour déranger, un cru parce qu'il croit que c'est ça la nature humaine. Et en fait, il nous impacte de cette liberté qu'il prend. Il est absolument libre de montrer les choses de façon crue au travers de cet univers qui est à la fois réaliste et irréaliste. Et parce qu'il y croit, justement, parce qu'il croit dans le cinéma, dans la magie du cinéma, dans le fait que raconter des histoires, c'est un prétexte à parler de la société, à montrer les contradictions de la société, eh bien, ça n'a jamais un effet gratuit. Et pour revenir aux personnages, par rapport à ce que je disais, les gentils ont des méchants côtés, les méchants ont des bons côtés, et tout le monde se ressemble un peu les uns les autres, et il y a quelque chose d'arbitraire dans leur rôle au sein de la société. Voilà, c'est le hasard de la naissance qui fait qu'ils sont les méchants ou les gentils, ça aurait très bien pu être l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est que il est globalement proche du livre de Horace McCoy, mais comme le livre est relativement ouvert, et même très ouvert en termes de description, il parvient à en respecter l'ambiance, ou plutôt, il parvient à être fidèle à la trame du livre, parce que justement le livre n'a pas toutes les descriptions. Comme il ne lie pas tout à fait les actions de ces personnages à leur environnement, comme il n'y a pas d'osmose entre les descriptions des environnements, des atmosphères, Moki peut très bien y insérer ses propres atmosphères et ses propres descriptions, y mettre ses propres intérêts sans trop de problèmes, parce qu'il n'y a pas tout ça dans le livre. Et comme ça, il peut respecter la trame du livre tout en mettant lui-même sans trahir quelque part. Voilà. Ce qui est intéressant, encore une fois, chez Moki, et je pense que comme pour Tirer sur le pianiste, il est plus intéressant que le livre, même s'il est en soi, et j'y reviendrai, plus intéressant en tant que film que Tirer sur le pianiste de Truffaut. Mais il y a un côté très ironique, en fait. Et du coup, il est beaucoup plus profond, notamment dans le rapport aux saletés que se font les uns les autres. Comme tous les personnages sont attachants, y compris le personnage principal qui a une fin tragique, leur fin, leur perte, même chez les salauds, vous atteint parce que vous avez appris à les aimer. Il vous prend beaucoup plus au trip que ne vous prend le roman qui est plus moraliste, dans une logique plus religieuse. Encore une fois, c'est Jésus-Christ, c'est normal qu'il meure à la fin, voilà, il est mort pour nos péchés, et ainsi de suite. Au-delà de ça, ce qui est intéressant avec le style Moki, dont on a une petite image ici, c'est qu'il a un style très pris sur le vif. On n'est pas dans des plans extrêmement léchés, même si c'est beau, c'est de la belle pellicule. Tenez là, il va lui donner la fessée. Oui, bon, voilà, c'est 1975, je crois qu'Emmanuel était sorti, c'était l'explosion du porno et ainsi de suite. C'est pas ça dans le film, là c'est un érotisme un peu à la Fassbinder par moment, ou à la Pasolini, il y a quelque chose de l'ordre de l'humour, c'est pas du sexe gratuit. On en rit de tout ça, on en rit de ces pulsions. Et donc, disais-je, par rapport à Truffaut a fait un film avec Tiré sur le pianiste il a quelque chose de très maniéré dans le style. On en avait parlé, à la lisière de la nouvelle vague et du cinéma classique. C'est un peu le retour du cinéma à papa, c'est un peu une grosse machine. Moki, c'est pas du tout ça. L'univers de Moki, c'est vraiment un cinéma de bandits, de pirates, comme il se définissait lui-même. Je crois me souvenir que Godard appréciait beaucoup Moki, parce que Moki, il vivait son cinéma d'une manière vraiment pris sur le vif, vraiment, il était à la marge et fier de l'être. Mais c'est parce qu'il était à la marge, c'était quelqu'un de marginal et il faisait un cinéma qui lui ressemble. Et donc, dans son style, ce côté, vous voyez là, le kiosque c'est pris dans la rue avec une caméra relativement légère, ce côté pris sur le vif, écrit pour ainsi dire sur le vif, ça se rapproche un peu de ces romans noirs, un peu comme il allait le faire avec L'Innocent, qui est un excellent film que je vous conseille.
Bon, ça va peut-être faire saigner du nez quelques néo-féministes et compagnie, mais bon, ce sera toujours agréable. Je vous conseille vivement L'Innocent et l'Albatros et toute une part de la filmographie de Mocky. C'est que il est en phase avec ces romans noirs, ces romans de gare écrits vite, sur le vif, avec peut-être des défauts visuels, mais avec une véritable énergie. Et cette énergie témoigne de la liberté quasi anarchique de ces auteurs. Et voir ce film aujourd'hui, quelque part, c'est voir une liberté qu'on a un peu perdue, en tout cas dans le cinéma mainstream. Est-ce qu'on l'a jamais eu d'ailleurs? Je ne sais pas. C'est le poids du studio, le poids des financements, le poids des conventions. Tout ça, il n'y a pas dans les films de Mocky. Il y a surtout beaucoup de liberté. Il y a beaucoup de liberté qu'il prend parce que c'est quelqu'un de libre. Et donc, ce souffle de liberté, quand on voit ces films, ça vous atteint et vous voyez vraiment le film de quelqu'un qui est amoureux du cinéma, qui aime le cinéma, qui a la foi dans le cinéma, qui a ses défauts, qui a son caractère de cochon, mais qui aime la vie. Et au final, on sent son plaisir de la vie au sein de ces films. Et aussi, c'est pour ça que la mort, dans le cinéma de Mocky, que ce soit dans Un seul n'a pas de poche ou dans le Témoin ou dans ces autres films, a quelque chose de très dur et de très brutal parce que ces films sont emplis de personnages qui se font des saletés et des saloperies, mais qui aiment aussi la vie, quel qu'il soit. Et la mort va à l'encontre de cet amour de la vie et du coup, quelle que soit la qualité objective de ces films, je veux dire la qualité esthétique, la qualité technique surtout de ces films, on ne peut qu'être touché par le geste de Mocky, par sa liberté, par son amour et son appétit de la vie, et son envie de jouissance de la vie. Et ça vous atteint, et donc c'est en ça que Le linceul n'a pas de poche. Il faut lire le livre, il faut voir le film, et enfin, lire le livre, c'est aussi un beau prétexte pour voir le film et repartir à la découverte du cinéma de Jean-Pierre Mocky, qui nous contamine par sa liberté, qui nous donne envie de voir toujours plus, de faire toujours plus de cinéma de cette manière.